Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Up for SketchUp. Si vous êtes décorateur ou architecte d'intérieur, vous connaissez forcément SketchUp, l'un des logiciels de modélisation 3D de référence. Eh bien, Up for SketchUp est une extension qui propose une bibliothèque en ligne de meubles et objets déco pour personnaliser et affiner les projets. On y trouve plus de 150 marques de mobilier et revêtements et plus de 100 000 références. Le catalogue est vraiment très riche. Non seulement c'est ultra pratique, un gain de temps considérable dans vos recherches car tout est inclus, les 3D, les références en fait sont déjà modélisées ou grande nouveauté, vous pouvez désormais générer vos propres 3D grâce à un générateur de 3D IA. Vous retrouverez aussi les infos produits, les prix, il y a même une synchronisation de tous vos téléchargements pour mieux piloter votre budget. Puis il suffit de cliquer pour passer commande et être mis en relation directe avec les marques. Détail non négligeable, cette shopping list peut être directement transmise à votre client, ce qui vous permet de toucher des commissions et donc d'augmenter vos revenus. L'outil reste très simple d'utilisation avec un moteur de recherche par filtre et mots-clés et la possibilité de créer votre propre bibliothèque personnalisée. L'abonnement à Up se fait par mois ou à l'année et parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'architectes d'intérieur qui écoutent Décodeur, Up vous propose une remise de 30% avec le code Décodeur. N'hésitez pas, c'est vraiment un super service. Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage un épisode enregistré en public devant une quarantaine de personnes qui s'étaient inscrites pour venir nous écouter au BHV Marais qui nous accueillait début juin pour un talk intitulé « La créativité comme moteur ». Disons la créativité comme boussole, une façon de penser, d'oser, de construire une marque forte. Et pour parler de ce sujet passionnant, j'ai eu la chance d'être entourée de 3 univers puissants qui ne se ressemblent pas forcément mais qui partagent ce même goût peut-être pour le pas de côté et une certaine audace. Allez, je lance l'enregistrement et je fais les présentations. Donc je vous présente les filles. Marie et Clémence de Lucas du Tertre. Alexandra Remise qui a créé la remise objet. Et Anaïs et Alice de la Joie Édition, on dit, ou on dit de la Joie Édition. Et alors, je mets tout le monde à l'aise. Est-ce que vous pouvez dire qui est Alice, qui est... Anaïs, voilà. Et Alice. Donc on vous suit attentivement sur les réseaux. Je pense qu'ici tout le monde vous connaît. Mais est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être juste les débuts de la Joie, comment vous vous êtes rencontrés? Pour être pas trop longue. Avec Alice, on s'est rencontrés cette année, ça va faire 10 ans. On s'est rencontrés parce qu'Alice faisait un livre aux éditions Erol et moi je suis venue l'aider en fait dans la production des shootings. Et notre histoire a commencé comme ça, un peu par hasard. À la base, Alice était directrice artistique dans une agence qui faisait des boutiques hôtels. Et moi, je travaillais dans la production, dans le cinéma. Et elle m'a fait des pancakes et je suis restée. Oui, pour la petite anecdote croustillante, du coup, on s'est rencontrés à un bal costumé. Voilà, ça c'est... je sais pas. Et alors, comment a démarré votre activité? À quel moment vous vous êtes dit, on va commencer à travailler ensemble? Tout s'est fait de manière super organique. Donc, je devais faire un livre sur la mise en table. Et je voulais tout faire toute seule. Et j'ai rencontré Anaïs complètement par hasard. Et elle savait
tu faisais de la production dans le cinéma, donc quand on travaille dans le cinéma, généralement, on sait tout faire. Et du coup, tu m'as donné le coup de main pour commencer le livre et on a écrit en fait après tout le livre ensemble. Et au sortir de ça, on a eu d'autres projets, donc on a continué à travailler ensemble sur les autres projets. Et donc en fait, à la fin on a travaillé pendant 1 an ensemble, de manière périodique. En gros, tous les mois, on avait un shooting. Donc on a commencé en fait notre collaboration comme ça. Et à la fin, on a découvert que dans l'édition, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et nous, on n'était personne. Donc je savais qu'il y avait un enjeu en fait au niveau de la diffusion du livre et de la communication. Donc pour moi, la soirée de lancement, c'était un moment stratégique. Et quand on est allé en discuter, ils nous ont dit on a 200 € pour faire une soirée de lancement. Et là, je me suis dit, là, on a un gros problème parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de fonds. Donc comment on va créer en fait de l'attractivité et surtout comment on va faire en sorte d'émerger en fait. Pourquoi les gens achèteraient ce livre plutôt qu'un autre? Pourquoi les médias en parleraient plutôt qu'un autre? Enfin, il y a tellement d'offres hyper intéressante. Et du coup, à l'époque, on a vraiment créé toute une synergie autour de cet événement, en créant un événement très interactif, dans lequel il se passait plein de choses. Enfin, c'était un espèce de grand carnaval joyeux. Et on a invité absolument tout notre réseau élargi, en envoyant personne après personne un message en disant on a vu que vous travaillez pour tel magazine, ou alors vous faisiez telle activité. On pense que ce qu'on va faire va vous intéresser. Si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus. Et notre histoire a démarré comme ça, puisqu'à la suite de cet événement, des agences et des marques, en fait, nous ont dit comment vous avez fait pour avoir des invités et comment vous avez fait pour créer cet événement. Et ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui, votre activité, comment vous la définiriez ? En fait, c'est une activité très protéiforme. Donc, on se résume bien à dire qu'on est directrice artistique et qu'on a un studio créatif parce que tout est matière. Donc, on peut travailler à la fois sur des shootings photos, sur des événements. On a lancé récemment une maison d'édition pour créer notre gamme de mobilier. On fait de la scénographie. On n'est pas dans une case, mais tout nous réjouit à partir du moment où c'est dans notre ADN artistique, je dirais. Et les marques, elles font appel à vous, pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Ce serait intéressant. Alors, en général, on nous contacte soit pour donc c'est toujours pour la production créative, donc soit pour produire des événements, soit pour faire de la création de contenu comme plutôt digital, donc plutôt des campagnes. En fait, c'est tout ce qui est lié à l'image et au storytelling en fait qu'on met dans l'image. Donc ça, c'est vraiment pour la partie studio. Après, on a donc aussi une partie plus de collaboration, donc on pourrait appeler influence, où là, en fait, on offre un espace d'expression aux marques via notre compte Instagram. Donc là, c'est vraiment une co-création qui est faite, et là, on prend vraiment part, en fait, en général, on vient nous voir avec un sujet, par exemple une mise en avant d'un produit ou une prise de parole, et là, vraiment, il y a une grande liberté sur les choses qu'on propose. Et après, disait Alice, donc la partie plus maison d'édition. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment une aventure qu'on mène seule. Et le fait d'être un duo, comment vous fonctionnez ? Vous êtes plutôt fusionnel, vous faites la même chose ou vous êtes complémentaires ? On a longtemps, mais vraiment... je pense qu'avec Alice, on est assez lente dans notre processus parce que il nous a fallu beaucoup de temps en fait pour nous définir. On est aussi quasiment presque à 100% autodidacte, j'ai envie de dire, sur aujourd'hui ce qu'on fait. Donc il y a eu vraiment toute cette phase d'apprentissage. Je pense qu'on a été on a fait partie de la génération des entrepreneurs YouTube où quand on avait une question d'ordre structurel ou même de développement, on cherchait en fait des référents. Et donc on a mis beaucoup de temps, et je dirais que les 6 premières années, on était vraiment
plus que fusionnel, on avait une adresse mail pour 2 et on faisait tout à 2. Enfin, vraiment, on n'arrivait pas. C'était hyper difficile, en fait, pour nous de se dissocier parce qu'on avait l'impression, enfin, en tout cas, pour ma part, que moi, j'avais l'impression que sans Alice, c'était vraiment... Enfin, je ne pouvais pas, quoi. Je ne pouvais pas avancer. On était vraiment indissociables. Et en fait, là, il y a quelques années... on s'est fait accompagner aussi par un coach qui nous a permis de créer donc 2 adresses mail. Et ça, c'était la révolution pour nous, vraiment, quoi. Et en fait, à partir de là aussi, on s'est plus plongé dans la créativité. Mais ça, tu vas plus en parler parce que c'est vraiment de ton initiative. Et je pense que là, on a plus identifié quelles étaient nos forces à chacune. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est vraiment en duo. Et donc on est donc on est beaucoup moins fusionnel et on s'apporte, en fait, on essaye de plus se nourrir. Ouais. Super. Bon, de toute façon, on va revenir sur tout le processus créatif. Alexandra, toi, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours aussi qui est intéressant? Tu veux pas, toi, me présenter? Donc, tu veux que je raconte mon parcours? Ouais, un petit peu. Ouais. Tu vois, après, l'idée, c'est aussi de se dire comment, dans tes dernières expériences, on peut aussi passer d'un duo à travailler en solo aussi. Ouais. Moi, j'ai eu un parcours pas très linéaire. Je me suis testée sur pas mal de jobs avant de... J'espère m'être trouvée maintenant, mais j'ai été beaucoup côté marketing, conception, rédaction. J'étais passée par une boîte qui s'appelle Saranza où je faisais de la conception, rédaction, édito. Je suis venue ensuite à l'image un peu parce qu'à l'époque on m'avait mis le compte Instagram entre les mains. C'était un peu les débuts, donc j'ai commencé un petit peu à toucher à l'image comme ça aussi. Suite à ça, je m'étais associée avec une illustratrice qui s'appelle Mathilde Cabanas. J'ai été donc son associée pendant 6 ans et dans la boîte, je gérais toute la partie communication, partenariat, création des contenus. Je me suis beaucoup mis pareil en autodidacte à faire de la DA comme ça parce que je gérais toute la partie shooting. Et j'ai commencé à en faire pour d'autres aussi en freelance, pour d'autres marques. Donc j'ai ajouté, on va dire, cette brique direction artistique à la brique plus éditoriale que j'avais avant, mais qui en fait pour moi faisait sens parce que ça a continué cette idée de raconter une histoire avec des mots ou avec des images. Et là, désormais, j'ai monté mon projet qui s'appelle donc La Remise Objet, où je retravaille des objets et surtout des luminaires anciens, chinés. Qui sont là. Voilà, je me déplace jamais sans. La meuf trop bizarre. Et du coup, je les retravaille de façon à ce que finalement, l'histoire passée se mêle au présent et on ne voit plus forcément le côté chiné et brocante. J'aime l'idée en fait de retravailler les choses pour créer un nouvel objet qui soit assez réjouissant. En tout cas, j'aime les envisager comme ça, mais qui garde ce lien avec le passé. Et en tout cas, justement, de mon expérience précédente, c'était un truc où j'arrivais plus à être face au fait de produire, de faire produire ailleurs, de produire, quand je dis en masse, c'était un tout petit niveau, mais j'ai vraiment eu envie d'aller vers la pièce unique, vers l'artisanat, vers quelque chose de plus raisonné et sensé pour moi, en tout cas. Voilà. Ouais. Et alors toi, dans ta façon de communiquer, tu as des photos qui sont très assumées, tu as un univers qui est assez fort, assez identifié. Est-ce que tu as pensé ça dès le début ou pas forcément, et c'est vraiment, tu vois, ce qui venait de toi profondément? Oui et non. Oui, au sens où, comme je le disais, une de mes facettes professionnelles, c'est de faire la direction artistique. Donc, je m'imaginais pas, peu importe le projet que j'allais lancer, et déjà, je m'imaginais pas lancer un projet tout court, ça c'est une autre histoire, mais j'imaginais pas en fait penser une chose sans penser l'ensemble, et c'est vrai que pour moi, l'image a tellement de place, en tout cas, dans ma vie, dans la vision que j'ai de mon travail, que je n'imaginais pas penser les pièces, les objets que je fais, sans imaginer l'histoire visuelle que j'allais raconter autour. Donc,
en ça, oui, mais non au sens où je réfléchis pas trop les images, elles s'imposent un peu à moi. Enfin, je me dis, précisément, je sais que je veux ça, je veux faire ça, je veux grimper sur une commode au milieu d'une route de campagne. Je sais pas pourquoi, mais ça s'impose à moi. Typiquement, cette image qu'on a beaucoup vue, est-ce que tu l'as pensée, tu vois, c'est quand même des semaines de travail, ou tout d'un coup, tu as eu cette idée un peu au saut du lit? Non, elle est venue se nicher dans ma tête des mois avant le shooting. J'avais fait, il y a des années de ça, une photo avec une copine où j'étais sur une commode comme ça, mais un peu à l'arrache, quoi, genre en fin de shooting. Et je sais pas, cette image m'est revenue et je me suis dit, ça, sur cette route de campagne qui est juste au-dessus de chez moi, et elle s'est imposée à moi, et donc je sais pas pourquoi, et j'ai tenu à la faire, et ouais, il y a un peu ce truc j'ai un peu des flashs comme ça, et je me dis, je veux faire ça. Mais tu savais que ça allait pouvoir te démarquer, que c'était important de commencer comme ça? Alors, je le fais pas tant pour ça, mais moi je fonctionne juste d'une façon où je me dis, si je propose quelque chose, il faut déjà que ça me ressemble, et il faut que qu'il y ait une sorte de différenciation, parce qu'en fait je ne vois pas l'intérêt de proposer quelque chose qui existe déjà. Par exemple, dans l'univers de la brocante, il y a beaucoup d'acteurs qui font des choses très très bien, qui font de très belles images. En fait, je vois pas l'intérêt d'être une personne en plus qui fait des choses qu'on a un peu déjà vues. Vraiment, que ce soit sur ce projet-là ou sur d'autres choses, j'ai toujours besoin de me dire qu'est-ce qu'on n'a pas trop vu, où est-ce qu'on n'est pas trop allé, et après peut-être que d'autres vont dire oui, mais ça en fait on l'a déjà un peu vu, mais pour moi en tout cas j'ai besoin d'amener une proposition nouvelle, donc oui, j'assume complètement ce côté décalé, on va dire, parce que il faut que ce soit pas de côté, quoi. Comme tu dis, je fonctionne toujours dans cette démarche-là. Oui, pour toi, quand on lance une marque, c'est important, d'avoir une identité. Ouais, de travailler sa différenciation, d'avoir un axe fort. Après, ça peut être par l'image, ça peut être par autre chose, hein. Ça peut être quelque chose de très particulier sur le produit. Après, un axe fort, ça peut être aussi un positionnement prix, très très bas pour certaines grandes marques mass market. Enfin, chacun a son axe fort, mais c'est vrai que pour moi, l'axe fort, il passe par une image, une ADN forte. Ouais. Les filles, vous, c'est pareil, c'était il y a 20 ans que vous avez créé Lucas du Tertre. Oui, donc, on est les plus vieilles ou pas? Ouais. Mais vous aussi, vous avez très vite mélangé les motifs, les couleurs. Votre univers, il est assez fort. Est-ce que c'était dans l'idée justement de se démarquer, ou c'était parce que ça vous ressemblait, vous n'y avez pas trop réfléchi? Alors nous, on est vraiment hyper autodidacte aussi. On s'est rencontrés en droit et je pense qu'on s'est vraiment lancé la fleur au fusil, qu'on n'a absolument pas réfléchi. C'est le cas de le dire. Moi, j'étais baignée dans mon enfance dans tous ces tissus parce que ma mère était aussi DA d'une marque de tissus qui fait des motifs. Marie, je revois des photos d'enfance qu'elle m'a montrées où son salon est avec le canapé à fleurs, sa mère avec une robe à rayures, le coussin derrière. Je pense qu'en fait, on était baignées là-dedans, toutes les deux de façon différente depuis toujours, qu'on se faisait vraiment chier en droit, qu'on n'avait pas envie de ça, que Marie, elle était marrante, la vie de ma mère la faisait rêver. Ouais. Et moi, pas tellement, mais je sais pas. Mais elle m'a embarquée et en fait, on est partis ensemble. Vraiment, je sais pas pourquoi on s'est lancé là-dedans. Franchement, vraiment la fleur au fusil. Et alors, ça a toujours été des mélanges, ça a toujours été des imprimés, ça a toujours été, ça a toujours été un pas de côté. Ça n'a jamais été à la mode. Pendant toutes ces années, et c'est marrant parce qu'on n'a jamais lâché. Alors qu'on a eu des hauts, des bas. Franchement, en 20 ans, on a tout connu, je pense. Les bonnes saisons, les moins bonnes saisons. La pire étant quand c'était la grande mode des grèges, des gris, des roses poudrées, des blancs. Alors, on était complètement paniqués. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est une catastrophe. Notre marque, on est complètement à côté de la plaque et tout. Et on s'était dit, bon, allez, OK, on va essayer de calmer un peu le jeu. On n'a qu'à faire des petites fleurs pour voir, etc. On s'est complètement cassé la gueule. C'était une catastrophe cette saison. C'était pas du tout nous. Et en fait, on s'est dit, bon, OK, plus jamais, tant pis, on s'en fout, on n'est pas à la mode, prenons ça comme un acquis et on trace notre route. Et donc voilà, on n'a jamais tergiversé là-dessus. Et après, on a vraiment été super autodidacte, on s'est vraiment construit au fur et à mesure pendant 20 ans
Ça a été long comme vous, c'est marrant parce que je trouve que on n'était pas des rapides, franchement. Déjà par oui, peut-être que vous avez été plus rapide que nous parce que nous déjà par notre formation qui était très littéraire et pas du tout là-dedans, on connaissait rien. Quand on a commencé les salons, tout nous était totalement étranger, d'importer de l'Inde, tout est resté bloqué en douane la première fois. Enfin, tout était comme ça, quoi. C'était vraiment. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous en jouez ? Est-ce que maintenant c'est un argument marketing ou toujours pas ? On est fiers. Ouais, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a des choses qui nous échappent. Quand on remonte au bout de 20 ans, on se pose des questions quand même. Et l'autre jour, on rentrait d'Inde et on avait ce superbe aéroport. On était passé d'artisan en artisan. Nous, on bosse avec une femme qu'on adore qui nous a tout appris. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Comment on a atterri là, en fait. On se retrouve aujourd'hui à faire, clairement, c'est pas du pipeau ce discours. On fait vraiment le pont entre Paris, Bombay, entre la tradition et la modernité. Et on quittait cette tradition qu'on adore et qui est notre moteur, tu vois, pour arriver dans ce Paris qu'on adore et qui est notre moteur aussi. Et on se dit comment on a atterri là. Franchement, parfois, à se battre, parce que c'est pas toujours facile en plus. Donc, ouais. Et vous, dans votre duo, est-ce qu'il y en a une qui est plus créative que l'autre ? Comment vous êtes répartis ? Alors, nous, on avait aussi... Alors, moi, j'ai l'image d'une chaise. Quand on a commencé, j'avais le sentiment qu'on avait toutes les deux une fesse sur une chaise. Le problème, c'est qu'on a chacune deux fesses. Donc, on s'est répartis les tâches. Et c'était extrêmement frustrant et c'était pas épanouissant. Et en même temps, on avait envie de bosser ensemble. Donc, on s'est répartis les tâches. On n'a pas eu de coach, on a tâtonné, on a eu des grandes discussions. Je pense qu'on a un bon binôme. Et donc, on a fini chacune sur une chaise. La mienne est plus créative, mais je pense qu'on est créatifs toutes les deux autant. Et moi, je ne peux pas... en fait, moi, je débroussaille plus, mais j'ai besoin du... Parfois, j'appelle Clem et je lui dis, viens, vas-y, j'aime pas. Tu vois, cette vision tranchée, on a la même vision, les mêmes affinités, les mêmes goûts, les mêmes sensibilités. Donc, on a aussi un moment qui, enfin moi, est mon moment préféré 2 fois par an en Inde, qui est vraiment quand on part toutes les deux pendant 15 jours. C'est là où on se pose vraiment toutes les deux et que sur les collections et qu'on a le temps en fait, parce que en fait la créativité c'est génial, c'est tous les jours. Enfin, on se pose pas trop de questions, mais objectivement en tant qu'entrepreneur, on passe beaucoup de temps sur des choses qui sont tout sauf de la créativité. Et en fait, on est un peu frustré parce que parfois on se dit, oh là là, faudrait qu'on se fasse des réunions qu'on n'a pas eu le temps de faire, on n'a pas eu le temps de se poser, etc. Et en fait, en Inde, c'est génial parce qu'enfin, on sort de notre vie familiale, on sort du bureau, on sort en fait de tout ce qui à Paris nous happe. Et on a le temps, on est avec les artisans, on est dans ce pays qu'on adore vraiment toutes les deux autant l'une que l'autre et qui nous fait vraiment vibrer, et sans règles, avec toute la liberté. Ouais. Et c'est ça qu'on adore et c'est le moment en fait où vraiment toutes les deux on peut discuter, se poser, avoir toutes nos aspirations. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce qu'on a envie de le faire quand même, est-ce qu'on ne l'arrête pas c'est le moment. Et alors vous avez travaillé avec les filles, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous les avez choisies déjà? Alors, je sais plus. Mais je sais pourquoi c'était bien. Alors, en fait, nous, on a tout appris et on tâtonne encore. En fait, c'est marrant parce que c'est pas... Je pense que dans le processus créatif, il y a vachement d'incertitude, en tout cas pour ma part. Il n'y a jamais de certitude. Et on ne savait pas, même encore aujourd'hui, en photo, on tâtonne, on sait qu'on ne veut pas de tiédeur. Ça, c'est une des choses qui nous guide, mais on ne sait pas toujours comment le faire. Et en fait, Anaïs, elle nous a mis le pied à l'étrier sur le stylisme. En fait, elle a ce côté tout-terrain. Et c'est marrant parce que je ne savais pas que tu venais de la prod et maintenant je le comprends. Tu vois, ce côté autodidacte. C'est-à-dire tout est possible. La question qui se pose, c'est comment ? Et donc, elle nous a fait les premières photos avec. Et donc, peut-être pour bien comprendre leur métier, justement, peut-être expliquer le stylisme, tu vois, exactement, pour voir la valeur ajoutée d'un métier comme les filles. Elles sont plus que stylistes, parce qu'un styliste, c'est le set design, c'est la personne qui va poser le rappel de couleur sur la table de nuit. Mais en fait, Anaïs, elle avait quand même un côté prod, c'est-à-dire qu'elle allait nous trouver les lieux qui étaient dans l'esprit, qui étaient alignés à l'identité. C'était extrêmement juste. Vous avez reçu quoi comme brief ? Pour savoir comment vous travaillez. Alors,
je crois que le premier shoot qu'on a fait, l'idée justement, c'était de venir faire ressortir en fait l'âme des produits, vraiment leur donner un écrin dans lequel on les perde moins dans le décor. C'était la lisibilité. C'était ça. En fait, on venait chercher de la lisibilité. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Comme démarche, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques, habituellement, en fait, elles cherchent justement l'âme, enfin, elles cherchent leur âme. Beaucoup. C'est rare, en tout cas, qu'on vienne pour en fait, épurer. En général, c'est plutôt l'inverse. En fait, on cherche à apporter plus de véracité, plus... voilà. Et je pense que Lucas Duterte avait vraiment ça très, très fort, était en plus très, très incarné par des visages, par des espaces, etc. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire la part belle, en fait, aux imprimés. Et donc, vraiment, d'aller voir, justement, la manufacture. Enfin, ça allait aussi avec tout un rebranding que vous aviez initié. Et donc, dans ce travail-là, effectivement, c'était... donc il y avait une partie de structuration sur comment en fait on fait dérouler tout un shooting avec une grosse quantité de produits, avec aussi en allant dans le détail de tous des besoins, et aussi offrir un espace qui soit pas tellement neutre finalement, qui soit pas si neutre que ça, qui est quand même une identité, mais qui vraiment magnifie et élève en fait enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu, et du coup je me suis dit c'est trop beau, enfin c'est vraiment les couleurs, tout ça, enfin c'est tellement dingue qu'il faut venir juxtaposer des pièces de créateurs, enfin là plutôt en design, et pour accompagner en fait parce qu'en fait nous on a un gros challenge, c'est que on est presque trop créative entre guillemets, dans le sens où en fait nos shootings lifestyle et tout, faire des mélanges, des machins et tout, comme c'est très naturel, ça nous vient sans aucun problème. Mais en fait, on a beaucoup développé notre site internet, notre e-shop. Et là, alors certes, c'est super d'avoir des photos lifestyle, etc., avec l'ambiance de la marque, c'est très important. Et les gens, justement, je pense, comprennent notre ADN, nos valeurs, et ça, à travers ces photos qui sont primordiales. Mais ça, on le fait assez facilement. Et peut-être là où, en effet, d'autres marques, c'est plus compliqué. Et nous, ce qui était compliqué, c'est que les gens puissent comprendre exactement quels produits ils achètent. Donc, en fait, vraiment se dire, OK, la housse de couette dans tel imprimé, dans telle taille, que ce soit très clair pour eux. Ce qui, nous, était moins clair, parce que dans nos shootings, c'était toujours un peu un joyeux mélange. Pour ne pas dire autre chose. Et donc, voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'était vraiment d'arriver à faire des shootings produits. Et pour nous, c'est finalement ce qui est le plus difficile. Et c'est là où Anaïs nous a vachement aidés. Oui, mais alors dans cette idée justement d'être créative, d'aller plus loin, ou parfois de faire un pas de côté, c'est aussi prendre le risque de ne pas forcément faire l'unanimité. Et donc c'est là où on va arriver sur le sujet créativité et business. On ne l'a jamais fait l'unanimité, nous, en fait. Donc c'est pas tellement un de nos projets, parce que depuis qu'on existe, je veux dire, depuis qu'on existe, sachant qu'on est déjà sur le motif, des couleurs fortes, des mélanges, enfin, quoi qu'il en soit, l'ADN, elle peut pas être unanime. Enfin, il y a des gens qui vont pas aimer les imprimés. Donc déjà, notre ADN, elle est quand même particulière. Mais alors, il y a un truc quand même, sans faire l'unanimité, je pense qu'il y a un rapport au plaisir dans les motifs et dans la création. Et chaque personne peut trouver le motif avec lequel il se fera plaisir. Et je pense quand même que l'unanimité, en fait, sans la réfléchir, on aimerait bien donner le droit à tout le monde d'aimer nos motifs. Mais même les hommes, en fait, c'est marrant. On a un rapport aux hommes c'est assez drôle, hein, les hommes et la marque. Parce qu'en fait, ils ne se donnent pas forcément le droit d'aimer. Les femmes se donnent davantage le droit d'aimer les fleurs, d'aimer les couleurs, d'aimer les motifs. Et en fait, il y a un rapport au fait de se donner le droit d'aimer. On se dit que l'idée, c'est pas d'être unanime. Je pense que chaque créateur ne peut pas faire l'unanimité, ça n'existe pas, sinon on s'éteint complètement. Donc le but n'est pas de faire l'unanimité, mais peut-être qu'en effet, on peut ouvrir en se disant que, par exemple, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a des gens qui sont hyper sobres dans leurs intérieurs, et c'est ravissant, parce que nous, c'est pas le cas, mais j'adore. Parfois, c'est hyper sobre, blanc et tout, c'est hyper joli, et ils vont juste mettre un plaid Lucas Duterte hyper coloré avec des fleurs et tout, et c'est superbe, et c'est justement, ça met vachement en valeur notre plaid, etc. Donc, en fait, on peut toucher tout le monde, mais peut-être qu'on ne construit pas en se disant qu'il faut toucher tout le monde. Mais après, je pense que chacun peut adhérer. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandra ? Est-ce que tu vois, le fait d'être un peu disruptif, ça te fait pas peur ?
Ah non, mais moi, ce qui me ferait peur, justement, ce serait de plaire à tout le monde. Enfin, de faire l'unanimité, c'est le pire truc. Oui, dans ce cas-là, Enfin, pour moi, c'est synonyme de fadeur. En fait, c'est impossible. Donc, je pense que c'est vraiment c'est le chemin pour personne de vouloir faire l'unanimité. En tout cas, pas dans des univers créatifs. Mais moi, il y a le même process que les filles. J'ai aussi pas mal de gens qui sont assez sobres dans leur déco, etc., et qui viennent m'acheter une lampe ou un objet parce que c'est le grain de folie qui va justement réveiller quelque chose en intérieur de plus sage. Et en fait, je suis très contente effectivement de parler aussi à ces clientes-là, et pas que des gens qui ont des intérieurs très forts, où justement peut-être l'objet, la lampe se perdrait un peu plus dans le décor. Donc non, je suis 100% raccord avec ce que les filles disent. Et vous les filles, est-ce que vous avez dû un peu éduquer, entre gros guillemets, des clients en leur expliquant justement votre valeur ajoutée et leur expliquer qu'il faudrait qu'elles aillent un peu plus loin, ou j'imagine qu'une fois qu'elles ont fait la démarche de vous contacter, elles savent que de toute façon, vous allez avoir des propositions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est pris les pieds dans le tapis plusieurs fois. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'avec Alice, globalement, depuis le début, on s'interdit rien. C'est-à-dire que quand on a une idée, on essaye d'aller jusqu'au bout. Donc, quand on fait des collabs, on les transforme en happening. Quand on nous propose une collection, je sais pas, je pense au tapis, par exemple, d'en dessiner un, on en dessine 10. Enfin, il y a cette chose en fait de profusion qui fait que des fois, effectivement, ça ne fait pas écho. Mais plutôt que d'éduquer, je pense que là où en fait justement on s'est beaucoup plus rapproché de nous, de ce qu'on aimait profondément, et vraiment pour explorer notre propre univers créatif. Et en fait, plus on va vers le cœur battant de notre créativité, plus on se rend compte qu'en fait on crée l'adhésion. Mais finalement, ça nous dépasse. En fait, on emmène. C'est emmener. C'est venez. Tu vois, il y a un truc, c'est emmener, je trouve le mot. Est-ce que tu peux nous donner, tu t'as dit que vous étiez pris les pieds dans le tapis, donc ça nous intéresse de savoir. Tu vois, est-ce que tu as des exemples à nous donner, tu vois, c'est-à-dire Oui, je pense qu'au début, je pense à nos premières collabs qu'on avait fait avec, par exemple, Studio Genesi ou Superbe. Je pense qu'on avait des visions de concepts hyper forts, très aboutis. Oui, c'est parce qu'en fait, je pense que c'était à l'époque, on regardait vraiment ce qui se passait ailleurs. On regardait et on se disait mais oui, les Américains, ils savent, la couleur c'est eux finalement. La couleur, c'est eux qui savent la travailler, tout ça. Donc on était, à l'époque on s'appelait même Girls Pop, et c'était vraiment, plus on allait vers l'extérieur, moins on était ancré et moins ça fonctionnait. Et là, plus on se donne la crédibilité dans ce qu'on crée, plus ça fonctionne. Et voilà, parce que je pense que ce qui vient du cœur, c'est ce qui touche le plus. Et pour ça, je trouve que, par exemple, Instagram, c'est un bel outil parce que ça nous permet d'avoir de l'audace, parce que ça nous donne déjà une belle fenêtre sur les autres et on peut tester des choses, voir comment ça se répond, et c'est aussi ça, c'est clair. C'est un peu anxiogène aussi quand même. Hein. Moi, parfois, ça me déstabilise quand même, ce truc. Hein. Oui, et puis parce que tu fais un truc que t'adores et personne va aimer sur Instagram. Mais c'est pas grave, tu t'en fous, t'y vas quand même. Mais moi, je trouve que c'est déstabilisant. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une carte blanche. Moi, je trouve ça génial. Ouais. C'est les tests. Moi, en fait, t'y vas, quoi. Rien n'est définitif. Au pire, t'enlèves ton. En fait, moi, je suis d'accord avec toi et j'adore ce truc de me dire que... au pire, personne ne rigole à notre blague, on s'en fout, on l'enlève. Au pire, on s'est planté, les gens n'ont pas adhéré. Et je trouve que c'est super parce que justement, ça permet de tester sans que ce soit dramatique. Mais je trouve que ça peut aussi, parce qu'on parle beaucoup justement d'être très connecté à nous-mêmes pour faire quelque chose qui nous plaît à nous d'abord et qui va emmener les autres. Et je trouve qu'Instagram, à l'inverse aussi, en tant que consommatrice, va aussi parfois te sortir de ta propre créativité parce que tu vas être tellement sollicité et tu vas voir tellement de choses que voilà, faut pas aussi se dire j'ai vu ça là et ça comme ça et eux ils font ça bien comme ça.
il faut réussir à se recentrer, et je trouve qu'Instagram n'est pas toujours le meilleur truc pour se recentrer, quoi. Ouais. Il faut savoir le mettre un peu à distance. Et même en matière de business, nous, on a commencé à bien marcher quand on a arrêté de se poser la question de savoir ce qu'il fallait faire pour marcher, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on se disait, regarde, elle, il y a un truc que je dis tout le temps, mais regarde, elle cartonne aux États-Unis. Viens, on va aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils adorent les trucs noirs avec des paillettes. Et moi, j'y arrivais pas. Je disais à Clem, Moi, j'allais sur les salons. C'était l'enfer. Personne ne regardait la marque. J'étais en dépression totale pendant 3 jours. Donc, je rentrais, je disais à Marie, putain, j'y retourne plus. Ou alors, on fait du noir à paillettes. Parce que là, tu m'envoies aux coupes, au casse-pipe. C'était l'enfer. Et moi, je lui disais, j'ai l'impression, je suis blonde et que tu me demandes de danser devant un mec qui aime les brunes, en fait. Je serais jamais d'aller aux États-Unis pour faire des salons. Non, mais sérieusement, et en fait, il y a tous il y a un endroit où on est bien. Il faut pas chercher à être le voisin, il faut pas chercher à faire comme le voisin. Il faut aller là où ça prend du temps. Enfin, nous, ça a pris du temps. Nous, on a mis du temps à savoir où on était bien. Là, on est bien. Mais on apprend toujours et il faut toujours aller plus loin. Mais oui, Instagram, c'est déstabilisant et les autres, c'est déstabilisant. C'est pour ça qu'il faut savoir se mettre des œillères. Et c'est ce truc, du coup, qui revient au sujet de la créativité. C'est, je pense, et c'est très dur et c'est très long, mais c'est de savoir, réussir à inventer ses propres règles et ce qui marche pour soi, pour sa marque, pour son univers. Mais il faut beaucoup de confiance en ses idées. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut perdre ancré. Confiance à cause d'Instagram d'Instagram ou de tout, oui. Moi, un jour sur deux, c'est... c'est... Je pense aussi, quand on est créatif, il y a peut-être une plus grande part de connexion avec nos émotions, et du coup, ça nous rend peut-être plus fragiles. Moi, je crois qu'il faut emmerder le monde. Oui. mais c'est vrai. Mais c'est une démarche, il faut arriver alors moi, mon héros, tu sais, toi, c'est Lil Nas X. Je trouve que ce mec, il emmerde le monde. Il a monté les marches du Met en robe. Dans le sens s'affranchir. Ouais, en fait, si tu commences après, tu te perds. Tu vas un peu à droite, un peu à gauche. En gros, vas-y, emmerde le monde. Moi, je le dis à maison. Je ne sais pas si je le dirais comme ça. Mais oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est en se trouvant. Mais c'est pour ça que je disais que nous, on a mis du temps. Je pense qu'on a passé les 5-6 premières années à vraiment expérimenter plein de choses. Et d'ailleurs, on prenait beaucoup moins la parole sur Instagram. On était très focus sur nos clients, tout ce qu'on faisait en marque blanche qui nous faisait vivre, en fait, tout simplement, puisqu'on s'est toujours auto-financé. Donc, c'était un peu, en fait, on gagnait nos petits sous avec le studio et ensuite, on finançait un rayonnement, une collab, une activation. Voilà. Et donc, en fait, on a beaucoup appris. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, on s'est pris un peu les pieds dans le tapis des fois parce que c'était trop ou c'était pas, on n'était pas assez centré. On avait envie de copier un modèle, et tout à l'heure Alice parlait du modèle américain. Il y a eu quand même on a aussi vécu un mouvement, un avènement sur la féminité, sur les entrepreneurs aussi, avec une portée au nu sur l'entrepreneuriat, sur l'ultra créativité, la performance, etc. Et en fait, on se disait faut qu'on attrape le train. En fait, faut qu'on attrape le train. Et en fait, à partir du moment où on s'est posé et où on s'est dit, ok, qu'est-ce qui vraiment au plus profond nous anime tous les jours et fait qu'en fait on a envie d'être vraiment pleinement aligné avec notre vie, c'est là où en fait les choses petit à petit, et ça se fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ça s'imbrique, ça prend du temps, des fois on doute, et souvent en fait un peu pareil que vous, du coup on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi on a choisi cette vie, parce que c'est les montagnes russes, quoi. C'est autant de joie, mais même dans une journée. C'est-à-dire qu'on se lève un matin, on se dit, ça va être une journée du feu de Dieu. Là, je le sens, tout va être aligné. Et bim, il y a un truc qui se grippe. Je sais pas. Ce matin, on était en brainstorm toute la matinée. On faisait Alice peignait, etc. Moi, j'étais à côté. On essayait de développer des idées. Et je sais pas, d'un coup, à 14h, hop, il y a la magie qui est partie. Pourquoi ? On ne sait pas. Et d'un coup, on s'est retrouvés complètement bloqués à se dire, comment est-ce qu'on reprend le fil, en fait, de cette créativité, de cette âme. C'est aussi un effort. C'est aussi un effort. C'est drôle quand tu crois que tu l'as, mais tu l'as pas. Et est-ce que vous avez peur parfois qu'une idée audacieuse ne plaise pas ?
Non, je pense que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce truc de si ça nous plaît à nous, on y va, on tente, et puis si ça n'a pas plu, il n'y a pas forcément de gros... Après, il y a quand même des enjeux financiers. Hein. Oui. On en vit. Hein. Le but, non, mais oui, c'est ça. Comment le but, c'est quand même combine que nos marques nous fassent vivre, et pas que nous. Enfin, on a des équipes. Moi, je trouve que c'est marrant. Moi, ma plus grosse pression personnelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quand même des salariés sous notre responsabilité. Pour moi, c'est vraiment le gros truc, de me dire, OK, ces gens sont quand même, entre guillemets, sous notre responsabilité. Il faut quand même que tous les mois, l'argent rentre, qu'on puisse payer tout le monde. On a tous les fabricants avec lesquels on travaille en Inde. Enfin, on a quand même énormément de partenaires. Et donc, on rigole, la créativité, c'est super, machin, truc. Mais en fait, il y a quand même des enjeux financiers énormes. Et nos nuits blanches, objectivement, sont financières. Enfin, faut pas se leurrer. C'est pas de se dire, OK... est-ce que cet imprimé va marcher ou pas ? On sait que sur une collection, ce qui va marcher, les trucs sur lesquels on a des doutes, maintenant, avec le temps, on sait quand même appréhender ce qui va marcher plus ou moins, etc. Moi, c'est ça, en fait. Je trouve que le gros... on ne peut pas oublier l'aspect financier de ce que ça représente. C'est un business, en fait, quand même, au final. Et c'est là où c'est vachement difficile, c'est qu'on a à la fois, en effet, ces joies énormes et un plaisir fou à aller travailler tous les matins. Et je pense que c'est ce qui nous tient depuis 20 ans, c'est que moi, jamais je me dis « faut que j'aille travailler ». Enfin, même on travaille non-stop. Enfin, même nos enfants nous disent « bon, c'est bon, là, est-ce qu'on peut passer à autre chose ?» Donc, en fait, je pense que c'est notre travail et notre vie. C'est pas, on n'a pas notre vie et notre travail. Tout est imbriqué, tout est mélangé. Mais avec quand même cette pression, moi je trouve. Vous la sentez, vous, cette pression différemment ? Parce que vous n'avez pas typiquement de salariés, mais vous la ressentez comment cette... Justement, je parlais de cette étape de transition. À un moment donné, moi je me suis dit, il faut qu'on se structure. Il faut qu'on devienne une agence, qu'on embauche, etc. Et donc on a commencé à tester ce modèle et on s'est rendu compte que ça nous... c'est pas du tout notre truc, et je pense que c'est là aussi où en fait on a retrouvé l'essence des choses. Effectivement, il faut que ça fonctionne. Effectivement, il y a des enjeux tous les mois. Enfin voilà, il y a des charges à régler, des fournisseurs à payer, les gens qu'on embarque avec nous aussi, des freelances, etc. Mais je sais pas. J'ai l'impression que je sais pas, c'est un peu... En fait, j'ai fait un peu le deuil de la sérénité. Voilà, tu vois. On apprend à l'être envers et contre tout. En fait, j'ai l'impression que dans la tempête... C'est un artifice. En plus, je sais pas, moi je me disais par exemple que fonder une famille, c'était impossible en étant entrepreneur et en étant en dents de scie, etc. Bon, on a une petite fille, elle va bien, les choses sont plus ou moins sous contrôle, mais on continue d'avancer. Enfin, voilà, j'ai l'impression que en fait, c'est presque au-delà. Enfin, je sais. Il y a un truc qui porte quand même. Je sais pas, moi j'aurais peut-être dit l'entrepreneuriat, mais c'est peut-être la créativité. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement viscéral. Que ce soit dans la créativité, que ce soit dans l'entrepreneuriat, quelque chose que tu contrôles pas forcément en fait. Et après, il faut que tu te débrouilles pour le faire de telle façon que ça tienne la route financièrement, en termes d'image, en termes de... Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui dépasse quand même, en tout cas. Et puis c'est presque, je dirais que la créativité, c'est presque une pulsion de vie, d'autant qu'aujourd'hui, on s'appelle de la joie. C'est presque, voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout, on a presque... ce serait un petit peu beaucoup de dire qu'on a un... comment dire que c'est un outil politique, mais presque... je sais plus ce que je veux dire, mais c'est un truc comme ça. Pardon. En fait, il y a beaucoup d'adversité dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de difficultés. On n'est pas effectivement toujours bien reçu aussi par rapport à ce qu'on propose, donc on prend des risques. Du coup, je pense que l'expérience aussi nous apprend à mesurer ces risques-là. Je pense qu'au début, nous, on était vraiment on se lançait, quoi. Vraiment, on n'avait aucune limite. Donc, et maintenant, on mesure un petit peu plus les limites. Ça, il n'y a que l'expérience, en fait, qui nous l'a appris. Un peu comme les filles disaient, maintenant, on sait plus ou moins quand un imprimé va fonctionner, etc. Donc, en fait, il y a une espèce de savoir comme ça qui s'acquiert avec l'expérience, qui nous dirige, qui nous oriente. Donc ça nous guide aussi. Mais en fait, on est obligé de faire...
C'est les sacrifices pour la vie de rêve d'Instagram, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est la partie émergée de l'iceberg. Et après, oui, moi j'ai un truc entre ce que tu es et ce que tu fais, ce que tu montres et ce que tu fais, ce que tu diffères. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on revient à ce qu'on fait. Et Instagram montre beaucoup, alors c'est super et on continuera parce que c'est ce qui fait rêver. Mais je pense qu'il y a au cœur même de la créativité quelque chose que tu fais. C'est une action en fait. C'est un process c'est le faire, je trouve. C'est plus facile d'être créatif quand on est entrepreneur que quand on est dans une grosse boîte, à votre avis, ou tu trouves qu'au contraire c'est plus risqué? Qui a été dans une grosse boîte? Moi, oui, mais alors moi, tu vois, quand j'étais dans une grosse boîte, je me souviendrai toujours de ce que m'a dit ma N+1. C'est difficile de mettre un rond dans un carré. Bon, bah voilà. J'étais le rond, la boîte, c'était le carré. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je crois que je serais pas fitée pour l'entreprise avec un grand E. Donc, ça se remet beaucoup en question parce que tu te dis, pourquoi je vais être fitée du coup? Donc ensuite, c'est... créer sa propre entreprise. Et voilà, quand j'étais associée, c'était aussi ma boîte, donc tu crées un peu tes règles, mais il y a un truc hyper difficile de te dire je marche pas avec ces règles qui sont communes à tous ces gens normaux qui eux savent comment fonctionner en entreprise, et toi de te rendre compte que tu es pas fonctionnel dans ce modèle là, quoi. Bon chance. Après, Après, on peut être dans une boîte et profiter de tous les avantages. Et encore une fois, ça, c'est de la créativité. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, j'ai cette super idée, qu'est-ce que vous en pensez? C'est encore de l'audace. Et je pense que c'est aussi important et c'est aussi faisable quand on est à l'intérieur d'une entreprise, si ça nous plaît là où on est. Mais ce qui compte, c'est d'être assez créatif pour proposer son projet. Et on peut embarquer les autres avec nous. Et puis même, je pense qu'il y a de la créativité. Nous, on a un comptable extrêmement créatif. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est aussi une façon d'être malin. Oui. Même en droit, il y a vachement de créativité. Mais même en sciences, c'est comment effectivement ne pas suivre les chemins. Oui, c'est ça. C'est ne pas suivre le chemin des autres. Voilà, c'est pas suivre le chemin des autres ou le chemin... de tout le monde, et trouver des moyens de optimiser avec les chiffres, ou d'arriver à des résultats où personne d'autre n'est arrivé parce que on n'a pas pris les mêmes chemins que tout le monde. Et puis les grosses boîtes, en fait, quand même, les grosses boîtes, il y a des process, c'est extrêmement formaté. Donc parfois, nous, on se retrouve dans des trucs où on veut faire quelque chose, et puis les gens vont dire, alors pour faire ça, il faut que tu fasses ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais en fait, tu te dis, mais attends, ça, on me dit qu'il faut 5 personnes pour faire ça, 6 pour faire ça, et 8 pour faire ça. Mais moi, je crois que toute seule, je peux le faire. Enfin, en tout cas, pas toute seule, mais ensemble, on peut le faire, parce qu'on est une équipe. Et parfois, les gens s'auto-limitent, tu vois, moi, j'ai des rêves, je ne vous les dis pas, parce que si j'y arrive pas, ça craint. Mais je pense qu'il y a des choses beaucoup plus accessibles, et la créativité, c'est aussi de se dire que c'est possible. Et comment tu vas réussir à faire en sorte que ce soit possible. Là où d'autres, en fait, peut-être dans des grosses boîtes ou même en se limitant, vont ne pas rendre ça possible. Et alors, comment on entretient sa créativité? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné, ou vous vous êtes senti créatif depuis toujours? Ça se travaille? Ok. Non, là, il nous faut 3 heures, en fait. J'ai l'impression, mais vous me direz si vous êtes d'accord aussi, mais j'ai l'impression aussi que la créativité, c'est aussi une histoire très personnelle. Donc si on arrive déjà à trouver plus ou moins son endroit, ou des fois c'est sa créativité qui nous emmène vers son endroit, enfin, il y a une espèce de va-et-vient. Je pense que la curiosité, c'est un élément, pour moi, c'est presque l'élément cardinal de la créativité. En fait, moi, je sais, il y a plein de sujets qui m'intéressent au-delà de ce qu'on pourrait appeler des sujets qui sont raccordés à la créativité, comme l'art, l'expression. Enfin, il y a aussi, on parlait de science. Il y a des choses, incroyables qui se passent autour de nous. Donc, c'est peut-être aussi
Des fois aussi, c'est essayer d'entretenir un regard un peu naïf. Enfin, moi, ça m'arrive des fois d'être un peu blasée, et du coup, je sens que je perds en fait l'essence, et en retrouvant un peu de naïveté, enlever un peu de présupposition, enfin, en essayant en fait un peu des fois de gratter et d'enlever un peu les couches, de réavoir accès en fait. De récupérer un espace de liberté. Ouais. Et est-ce que dans votre façon de fonctionner, parce que tout le monde n'est pas créatif et ça peut être intéressant de savoir, est-ce que c'est assez intuitif ou il y a un genre de discipline quand vous travaillez? Est-ce que vous avez une méthode, des tips? Je gratte. Moi, je lâche. J'essaye de ne pas regarder, de lâcher et d'aller là où se trouve l'envie et le plaisir, comme Johnny. Est-ce qu'il y a des moments créatifs et les moments avec le comptable, où on peut être avec le comptable et avoir des moments créatifs? Non, je crois qu'il faut s'extraire. J'ai la réponse un petit peu quand même. Oui, non, mais... Mais oui, tu as raison. En fait, il y a ce truc de retrouver le plaisir, parce que je pense que même quand on fait des jobs créatifs, si à un moment on se retrouve à répéter notre créativité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour X, enfin, tu vois, par exemple, j'en sais rien, refaire 15 fois la même lampe. La première fois, il y avait la notion de plaisir parce que genre, c'était nouveau. Au bout de la 15e ou de la 50e, il y a moins cette notion-là. Et en fait, c'est se dire, OK, qu'est-ce que moi me ferait plaisir maintenant? Mais c'est hyper dur de se dire... je vais poser un peu les trucs là et je passe à autre chose. Et il y a Tiffany Cooper qui est une super illustratrice qui parlait de ça à un moment dans un de ses podcasts et qui disait moi à un moment j'étais dans un truc de panne de créativité et j'avais envie d'apprendre à faire des gyoza, donc rien à voir avec ce qu'elle fait, et elle s'est dit vas-y, je vais prendre ce cours de gyoza, et en fait le plaisir est revenu par là et la créativité est revenue par un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. Mais il faut aussi s'accorder cet espace de se dire je vais faire un truc qui me fait plaisir et pas je vais être productive ou efficace, et c'est pas facile de se l'accorder. Oui, comment on gère le creux de la vague quand on n'est pas inspiré? En fait, il faut pas hésiter à tenter. C'est-à-dire que, par exemple, une fois, j'ai pris un cours de céramique et je suis arrivée avec mon super objet et Anaïs m'a dit « c'est très très moche ». Et en fait, je me suis pas arrêtée à ça. J'ai dit « mais j'aime quand même bien, ça me fait du bien ce truc ». Et donc, j'ai cherché une autre coach en céramique, quelqu'un de beaucoup plus créatif que quelqu'un qui me disait « t'as 7 terres, tu dois faire ce bol », et c'était raté. Et donc, je suis allée voir cette nouvelle artiste qui s'appelle Samantha Cardine, que j'adore profondément, et qui me permet de développer d'autres aspects de ma créativité qui ne s'arrêtent pas à la terre, en fait. Donc, je ne sais plus la question, mais c'est mon processus créatif. Et finalement... c'est comment on gère un peu le creux de la vague quand on n'a pas d'idée, vous qui avez peut-être des clients, vous êtes missionné, comment tu travailles? Et après, par exemple, sur les couleurs, quand on nous demande les bonnes associations à faire, etc., c'est beaucoup dans la nature maintenant qu'on va trouver ça. Donc par exemple, on va acheter une fleur qu'on aime bien et on va se dire elle est composée de 3 couleurs cette fleur. Et ben ce sera parfait parce que la nature te donne exactement ce qui est juste. C'est marrant que tu dises ça parce que hier on était au bureau et je sais pas si tu as vu, et en fait la créativité c'est tout le temps. Tu vas dans un jardin, tu vas voir une expo, tu vas voir tout le temps tu es dans le métro, tout et n'importe quoi. Et donc on était avec Anne-Sophie qui nous aide, qui crée les motifs avec nous, et je lui disais alors ton week-end était sympa et tout, et elle me dit ah bah ouais, j'ai vu un jardin génial avec que des iris et tout ça, d'ailleurs j'ai pris des photos, j'avais dit montre et tout, il y avait 50 photos d'iris, mais vraiment toutes plus belles les unes que les autres, toutes avec des gammes de couleurs de malade. Et je disais, mais c'est dingue, là, rien que ça, tu as déjà un thème. Et je voudrais rajouter quelque chose. On a tendance à aller voir sur Pinterest, sur des choses qui sont très actuelles, alors qu'en fait... notamment, on adore aller à la bibliothèque Forney, pour regarder ce qui se passait il y a de ça 30, 50 ans, etc. Et c'est beaucoup plus juste de se nourrir de ce qui a été il y a très longtemps, plutôt que de ce qui est maintenant. Moi, je suis pas d'accord. Ok. Parce que je trouve que c'est hyper important d'être dans la vie. Et que oui, ça inspire, mais justement, et nous, ça a été notre problématique, alors qu'on a lâché, effectivement, remarque, mais essayez quand même d'être dans le... Si t'es dans la vague. Si t'es en avance, t'es pas au bon endroit. Si t'es en retard, t'es pas au bon endroit. Il y a aussi... Mais il faut faire fusionner les deux. Oui, exactement. Il faut que les deux se réconcilient. Ouais. Oui, mais il faut quand même le présent, je trouve.
Mais en tout cas, C'est sûr. le tips, je pense, de tout ce qui a été dit, simple, c'est sortir de chez soi. Et pas se dire que la créativité va venir effectivement sur Insta, sur Pinterest, etc. Juste sortir de chez soi, mais qu'on vive en ville, à la campagne, peu importe. Parce que effectivement, tu vois, typiquement, moi, mon premier shooting, je l'ai fait sur la route que j'ai pris tous les jours pendant 3 ans, qui était la route pour aller amener mon fils à la crèche. Oui. Et en fait, oui. j'ai pas capté, mais que pendant 3 ans, ce truc-là, je l'ai vu, j'ai vu toutes les saisons et tout. Oui. Et en fait, c'est ça qui m'a aussi mis la graine. Et c'est ça, mais c'est n'importe quoi d'autre. C'est comme tu dis, un truc dans le métro. Mais je trouve que sortir de chez soi, il y a aussi sortir de soi, en fait, et de ce qu'on connaît, de ce qui nous rassure, mais sans forcément même faire une expo, mais vraiment juste dehors. Bon, j'ai l'impression qu'on pourrait parler encore très longtemps. Donc, je vais juste une dernière question en fait sur cette histoire d'ADN, de business, créativité et tout ça. Est-ce que c'est risqué aujourd'hui de ne pas être créatif ? Est-ce qu'il faut absolument l'être ? Ça dépend si tu veux être une marque qui plaît à tout. Je sais pas. Moi, je suis toujours épatée par ces gens qui arrivent à faire des marques que tout le monde achète. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Et je me dis comment ils font. Je sais pas. Moi, je crois qu'on ne sait pas faire ça. Donc je me dis qu'on va se dire qu'il faut de la créativité parce que nous, c'est plus ce qu'on aime. Mais moi, je suis toujours épatée par ces marques qui... Oui, il y a quand même des marques qui arrivent à avoir l'adhésion de la start-up bien ficelée. Voilà. C'est pas nous, je crois qu'il faut peut-être faire une croix là-dessus et se dire que oui, la créativité est importante. En tout cas, nous, on en a besoin et on ne sait pas faire autrement, peut-être. Mais voilà. Et ceux qui développent moins cette créativité ne savent certainement pas faire autrement non plus. Donc, en fait, je pense que c'est ni l'un ni l'autre n'est risqué. Ce qui est risqué, c'est de pas faire selon comment toi tu sais faire, en fait. Et encore une fois, y a un doigt qui se lève. Non, mais parce que je sais pourquoi je suis pas d'accord. Parce que j'ai peur d'avoir été un peu brusque, mais en fait, je sais. Pas bien, mais il y a aussi, si on veut durer, je pense par rapport à ces marques qui sont pile dans l'air du temps, est-ce que ces marques, elles vont durer ? Tu vois ? Et le fait de rester dans la vie d'aujourd'hui, en tout cas, nous, on a envie de durer. Ça fait partie des choses. Je vais comprendre pourquoi, j'en sais rien. Mais une marque pour être revendue. Enfin, quand on dit durer, c'est que oui, le but n'est pas de se dire ok, Lucas Guitare fait des millions dans ton un et on revend. Nous, ce qu'on adore, on adore notre marque et si on pouvait la mener là où elle arrivera, et rester là-dedans, en tout cas, c'est plus notre histoire. Mais bon. Mais du coup, la rue te permet de rester là où peut-être que ces marques qui ont moins de créativité sont peut-être moins connectées à la rue parce qu'elles sortent moins, je sais pas. En tout cas, oui, ou comme tu dis, ce besoin d'être absolument dans l'air du temps, là où ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas être à la mode, en fait, de traverser les âges et de pas chercher à tout prix à être le truc du moment. A priori, c'est ce qui peut t'amener à être pertinent toujours dans 10, 20, 30... Après, il y a des marques qui arrivent très bien et qui sont toujours la marque du moment. Enfin, on voudrait des noms. Il y a des marques qui arrivent. Mais après, c'est plus des grosses structures. Je pense qu'ils ont toutes les peut-être les équipes qui vont avec, mais en tout cas, je les salue parce que pour moi, je trouve que c'est un exploit. Tu veux ajouter un... Non, en fait, je te rejoignais. En fait, ça dépend de la motivation qu'on a à la base. Ça dépend pourquoi en fait on se lève et on pense que notre vision, notre propos compte et pourquoi on a envie d'embarquer justement les gens, les clients avec nous. Je pense que en fait, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est que là où on sent que ça fonctionne, c'est quand on est aligné. Donc, si on donne tant de soi, c'est comme s'il y avait un cercle en fait infini. Donc, c'est ce que tu disais. Il y a des gens qui sont très pragmatiques. Évidemment, j'aurais plutôt en tête des univers beaucoup plus épurés. Franchement, j'adorerais pouvoir aller vers ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile, par exemple. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de créativité, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile qu'une ligne parfaitement juste
Enfin, je veux dire, quand on parle d'identité, il y a un vrai effort. Et en même temps, le fait de faire foisonner, nourrir, nous, c'est ce qui nous apporte beaucoup de joie. Donc, c'est ça qui nous emporte. Eh bien, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci les filles, vraiment. Et merci à tous, il fait très chaud. On vous invite à prendre un petit verre. Merci beaucoup. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.